Chapitre 10. Nous avons le filon. Nous recevons la mission à 8 de garder un village qui a été évacué parce qu'il est trop bombardé. Principalement, nous avons à veiller sur le dépôt des subsistances, qui n'est pas encore vide. Notre nourriture, nous devons la prendre sur les provisions existantes. Nous sommes pour ça les gens qu'il faut. Kat, Albert, Müller, Tjaden, Leer, Detering, tout notre groupe est là. Bien sûr, Hai est mort. Mais c'est tout de même une chance formidable, car tous les autres groupes ont eu plus de pertes que le nôtre. Nous choisissons comme abri une cave bétonnée, à laquelle on accède par un escalier extérieur. L'entrée est protégée par un mur spécial en béton. Maintenant, nous déployons une grande activité. Nous avons là, de nouveau, une occasion de délasser non seulement nos jambes, mais nos esprits. Et nous ne manquons pas de profiter de telles occasions, car notre situation est trop désespérée pour que nous puissions faire longtemps du sentiment, ce qui n'est possible que tant que les choses ne vont pas trop mal. Il ne nous reste plus qu'à être positif, si positif que parfois je frissonne lorsque pour un instant une pensée d'autrefois, de l'époque antérieure à la guerre, s'égare dans ma tête. Il faut dire aussi qu'elle n'y reste pas longtemps. Il est bon que nous prenions notre situation du bon côté, dans la mesure du possible. C'est pourquoi nous profitons de chaque occasion et nous passons directement, brutalement, sans transition aucune, des frissons d'horreur à la gaminerie la plus stupide. Nous ne pouvons pas nous en empêcher. Nous nous y précipitons aveuglément. Pour le moment, nous nous occupons avec un zèle ardent à organiser une idylle, naturellement, une idylle de boostify et de sommeil. Nous garnissons d'abord notre cagnat de matelas, que nous allons chercher dans les maisons. Un derrière de soldat aime lui aussi, parfois, à reposer sur quelque chose de moelleux. Le sol n'est libre que dans le milieu. Puis, nous nous procurons des couvertures et des édredons, des choses d'une douceur admirable. Il y a, dans le village, tout ce qu'il faut pour cela. Albert et moi, nous découvrons un lit en acajou démontable, avec un ciel de soie bleue et une garniture de dentelle. Nous suons comme des bœufs en le transportant, mais on ne peut pourtant pas laisser échapper une chose pareille, surtout si l'on songe que dans quelques jours, le bombardement aura à coup sûr démoli tout ça. Kat et moi, nous organisons une petite patrouille dans les maisons. Au bout de quelque temps, nous avons déniché une douzaine d'œufs et 2 livres de beurre assez frais. Dans un salon, soudain, on entend un craquement. Un poêle en fonte traverse en sifflant le mur à côté de nous et 1 mètre plus loin, fait encore une brèche à un autre mur. Cela fait 2 trous. Ce projectile improvisé provient de la maison d'en face, dans laquelle est tombé un obus. C'est de la veine, ricane Kat, et nous continuons nos recherches. Tout à coup, nous tendons l'oreille et nous courons à toutes jambes. Aussitôt, nous nous arrêtons comme en proie à un ensorcellement magique. Dans une petite étable se trémoussent 2 porcelets. Nous nous frottons les yeux et nous regardons de nouveau prudemment dans la même direction. Effectivement, ils sont encore là. Nous les empoignons. Il n'y a aucun doute, ce sont 2 véritables petits cochons. Cela va faire un repas magnifique. À peu près à 50 pas de notre abri se trouve une petite maison qui a servi de logement à des officiers. Dans la cuisine, il y a un gigantesque foyer avec 2 grilles à rôtir, des poêles à frire, des pots et des marmites. Il y a tout ce qu'il faut. Une énorme quantité de petits bois nous attend, même sous le hangar. C'est une véritable maison de cocagne. Depuis le matin, 2 hommes sont dans les champs à chercher des pommes de terre, des carottes et des pois nouveaux. C'est que nous faisons les délicats et nous nous moquons des conserves du magasin aux vivres. Nous voulons des choses fraîches. Dans notre garde-manger, il y a déjà 2 choux-fleurs. On tue les porcelets. C'est Kat qui s'en est chargée. Nous voulons ajouter au rôti des beignets de pommes de terre. Mais nous ne trouvons pas de râpe comme il en faudrait pour cela.
Nous avons bientôt fait d'y suppléer. Nous pratiquons avec des clous une multitude de trous dans des couvercles en fer blanc, et nous avons les râpes qui nous manquaient. 3 hommes mettent des gants épais pour ménager leurs doigts en râpant les pommes de terre. 2 autres pèlent les tubercules et la besogne avance rapidement. 4 accommodent les porcelets, les carottes, les petits pois et les choux-fleurs. Ils préparent même une sauce blanche pour les choux-fleurs. Moi, je fais cuire mes beignets 4 par 4. Au bout de 10 minutes, j'ai attrapé le tour de main pour secouer la poêle de façon que ceux qui sont cuits à point d'un côté sautent en l'air, se retournent et y retombent bien en place. Les porcelets sont rôtis tout entiers. Tout le monde les entoure, comme un autel. Sur ces entrefaites, nous avons des visites. 2 radiotéléphonistes que nous invitons généreusement à déjeuner. Ils sont assis au salon, où il y a un piano. L'un d'eux joue, l'autre chante au bord du Weser. Il chante avec sentiment, mais avec un léger accent saxon. Néanmoins, cela nous émeut, tandis que nous sommes là, devant nos fourneaux, à préparer toutes ces bonnes choses. Peu à peu, nous nous apercevons que les obus pleuvent autour de nous. Les ballons observateurs ont flairé la fumée sortant de notre cheminée et on nous bombarde. Ce sont ces maudits petits obus qui font un trou minuscule en disséminant leur charge très loin et tout contre le sol. Les sifflements se rapprochent sans cesse, mais nous ne pouvons pourtant pas laisser notre cuisine en panne. Ces animaux assurent leur tir. Quelques éclats volent à travers notre fenêtre. Le rôti est bientôt terminé, mais la cuisson des beignets devient plus difficile. Les coups tombent si près de nous que de plus en plus fréquemment, les éclats des obus viennent claquer contre le mur et pénètrent par les fenêtres. Chaque fois que j'entends près de moi siffler quelque chose, je m'agenouille avec ma poêle et mes beignets et je me tapis derrière le mur de la fenêtre. Aussitôt après, je me relève et continue ma cuisson. Les Saxons cessent de jouer. Un éclat d'obus a atteint le piano. Nous aussi, nous avons maintenant achevé nos préparatifs culinaires et nous organisons notre retraite. Lorsqu'un obus vient d'éclater, 2 hommes s'en vont en courant, avec les casseroles aux légumes, pour franchir les 50 mètres qui nous séparent de notre abri. Nous les voyons disparaître. Un nouvel obus. Tout le monde se baisse, et puis 2 hommes portant chacun une grande cafetière de café authentique et de première qualité partent au galop et atteignent notre cagnat avant la chute d'un autre obus. Kat et Crop prennent la pièce de résistance, la grande poêle avec les porcelets rôtis et dorés. Un hurlement d'obus, un agenouillement, et les voici qui franchissent en volant les 50 mètres à découvert. J'achève de faire cuire mes 4 derniers beignets. Pour cela, il faut que je m'aplatisse par 2 fois sur le sol, mais somme toute, ce sont là 4 beignets de plus, mon plat de prédilection. Alors, je saisis le plateau avec son échafaudage de friture et je me serre contre la porte de la maison. Un sifflement, un craquement, et je pars au galop en pressant de mes 2 mains le plateau contre ma poitrine. Je suis presque arrivé lorsqu'un bruit strident enfle. Je bondis comme un cerf, je contourne en coup de vent le mur de béton. Des éclats claquent contre celui-ci. Je dégringole dans l'escalier souterrain. Mes coudes sont écorchés, mais le plateau ne s'est pas renversé et je n'ai pas perdu un seul beignet. Nous commençons à manger à 2 heures. Cela dure jusqu'à 6 heures. De 6 heures à 6h30, nous buvons du café pour officiers, provenant du magasin aux vivres, et nous fumons avec cela des cigares et des cigarettes d'officiers de la même provenance. À 6h30 précises, nous nous mettons à dîner. À 10 heures, nous jetons devant la porte les carcasses des porcelets. Puis, il y a du cognac et du rhum, provenant également de ce providentiel magasin aux vivres. Et de nouveau, c'est le tour des longs et gros cigares, entourés de bagues. Tjaden affirme qu'il ne manque qu'une chose, des poules d'un bordel d'officiers. Tard dans la soirée, nous entendons des miaulements. Un petit chat gris est assis à l'entrée. Nous l'attirons et nous lui donnons à manger. Cela nous redonne de l'appétit. Nous mastiquons encore en allant nous coucher. Mais nous passons une mauvaise nuit. Nous avons mangé trop gras. Le cochon de lait frais fait mal à l'intestin.
Dans notre abri, ce sont de continuelles allées et venues. Au dehors, il y a toujours 2 ou 3 hommes accroupis en cercle, les culottes baissées et lançant des jurons. Pour ma part, je fais 9 fois le chemin. Vers 4 heures du matin, nous battons un record. Tous les 11 que nous sommes, soldats du poste et visites, nous tenons séance dehors. Des maisons en flammes se dressent dans la nuit, comme des flambeaux. Des obus font rage et éclatent près de nous. Des colonnes de munitions passent dans la rue à grand fracas. Un des côtés du dépôt de subsistance est emporté. Malgré tous les éclats d'obus, les conducteurs des voitures s'y pressent comme un essaim d'abeilles et font main basse sur le pain qui s'y trouve. Nous les laissons faire tranquillement. Si nous leur disions quelque chose, nous risquerions d'être assommés. Aussi, nous nous y prenons autrement. Nous leur déclarons que nous sommes là de garde, et comme nous connaissons toutes les ficelles, nous leur offrons des conserves que nous échangeons contre des choses qui nous manquent. Quelle importance! Sous peu, tout sera détruit par les obus. Pour nous, nous extrayons du dépôt du chocolat que nous mangeons par tablette entière. Kat dit que c'est bon pour un ventre trop relâché. Nous passons ainsi presque 15 jours à manger, boire et flâner. Personne ne nous gêne. Le village disparaît peu à peu sous les obus et nous menons une vie heureuse. Tant qu'il restera quelque chose dans le dépôt de subsistance, tout nous est indifférent et nous désirons modestement finir ici la guerre. Tjaden est devenu raffiné au point de ne fumer les cigares qu'à moitié. Il déclare d'un air hautain que c'est son habitude. Kat, lui aussi, est très gaillard. Son premier mot le matin est « Émile, apportez le caviar et le café ». Nous sommes devenus singulièrement distingués. Chacun de nous considère son camarade comme son ordonnance, le vouvoie et le commande. « Croppe, mon pied me démange, attrapez donc ce pouls !» Ce disant, Léa lui tend la jambe comme une comédienne, et Albert le traîne jusqu'au haut de l'escalier. « Tjaden !»« Quoi ? Mettez-vous à votre aise. Tjaden !»« D'ailleurs, on ne dit pas quoi, mais à vos ordres. »« Alors, Tjaden !» Et du geste et de la parole, Tjaden fait de nouveau son meilleur Goetz von Berlichingen, et il s'y entend. Au bout de 8 autres jours, nous recevons l'ordre de nous retirer. Les magnificences sont finies. 2 grands camions nous recueillent. Ils sont remplis de planches jusqu'en haut. Mais là-dessus, Albert et moi, nous campons encore notre lit à ciel avec sa garniture de soie bleue, avec ses matelas et 2 édredons à dentelle. Dans le fond, il y a pour chacun de nous un sac garni des meilleures victuailles. Parfois nous le palpons et les saucisses fumées bien fermes, les boîtes de saucissons au foie, les conserves, les caisses de cigares font jubiler nos cœurs. Chaque homme emporte ainsi un sac plein. Mais Cropp et moi, nous avons encore sauvé 2 fauteuils de velours rouge. Ils sont dressés sur le lit et nous nous y prélassons comme dans une loge de théâtre. Au-dessus de nous se gonfle la soie du ciel de lit, comme un baldaquin. Chacun a au bec un long cigare. Ainsi placé, notre regard plonge de haut dans la contrée. Entre nous, il y a une cage à perroquets que nous avons trouvée pour mettre notre chat, que nous emportons et qui ronronne devant son écuelle de viande. Les voitures roulent lentement sur la route. Nous chantons. Derrière nous, les obus font jaillir des panaches du village, maintenant tout à fait abandonné. Quelques jours plus tard, nous partons pour faire évacuer une localité. En chemin, nous rencontrons les habitants fugitifs que l'on chasse de chez eux. Ils traînent leurs affaires dans des charrettes, dans des voitures d'enfants et aussi sur leur dos. Leurs silhouettes sont courbées, leurs visages pleins de chagrin, de désespoir, de hâte et de résignation. Les enfants donnent la main à leur mère. Parfois, c'est une fille plus âgée qui conduit les petits, lesquels avancent en trébuchant et regardent toujours derrière eux. Quelques-uns emportent de misérables poupées. Tous se taisent lorsqu'ils passent à côté de nous. Nous sommes encore en colonne de marche. Les Français ne bombarderont probablement pas un village dans lequel sont leurs compatriotes. Au bout de quelques minutes, l'air hurle,
La terre tremble, des cris retentissent. Un obus vient de pulvériser la section de queue. Nous nous dispersons et nous nous jetons à terre. Mais à cet instant, je sens que me quitte le sang-froid qui d'habitude sous le feu me fait accomplir inconsciemment les actes convenables. Une idée « tu es perdu » frémit en moi et une anxiété terrible m'étrangle. Au même moment, quelque chose qui ressemble à un coup de fouet atteint ma jambe gauche. J'entends Albert crier. Il est tout contre moi. « Debout, allons, Albert !» dis-je en hurlant, car nous sommes couchés à découvert, sans aucun abri. Il se lève en chancelant et se met à courir. Je reste à côté de lui. Nous avons à traverser une haie, elle est plus haute que nous. Cropp en saisit des branches, j'empoigne sa jambe, il pousse un cri, je lui donne de l'élan et il saute de l'autre côté de la haie. D'un bond, je suis derrière lui et je retombe dans une mare. Nous avons le visage plein de lentilles d'eau et de vases, mais l'abri est bon. C'est pourquoi nous y pataugeons jusqu'au cou. Quand siffle un projectile, nous plongeons la tête sous l'eau. Lorsque nous avons fait cela une douzaine de fois, j'en suis excédé. Albert, lui aussi, soupire. « Sortons d'ici, autrement je tombe et je me noie. »« Où as-tu été touché ?»« Au genou, je crois. »« Tu peux courir ?»« Je pense. »« Alors, en avant !» Nous gagnons le fossé de la route et nous le suivons en nous courbant. Le feu nous suit. Le chemin conduit au dépôt de munitions. Si ça saute, personne ne retrouvera de nous un seul bouton. C'est pourquoi nous changeons de direction et nous courons obliquement à travers champs. Albert marche plus lentement. « Cours, je te suis !» dit-il en se laissant tomber. Je lui prends le bras et le secoue. « Lève-toi, Albert. Si tu te couches, tu ne pourras pas aller plus loin. Allons, tu t'appuieras sur moi. » Enfin, nous atteignons un petit abri. Cropp s'allonge à terre et je le panse. Le coup de feu l'a frappé un peu au-dessus du genou. Ensuite, je me regarde moi-même. Ma culotte est ensanglantée, ainsi que ma manche. Albert m'applique ses paquets de pansements sur les trous des blessures. Il ne peut déjà plus remuer la jambe, et nous nous étonnons tous deux d'avoir pu nous traîner jusqu'ici. C'est la peur, seule, qui nous l'a permis. Nous aurions continué de marcher, même si nous avions eu les pieds emportés, en nous traînant sur nos moignons. Je peux ramper encore un peu, et j'appelle une voiture à ridelles qui passe et nous emporte. Elle est pleine de blessés. Un infirmier de première classe qui nous fait au ventre une piqûre contre le tétanos. À l'ambulance, nous nous arrangeons de manière à être placés l'un près de l'autre. On nous donne une soupe claire que nous avalons à la fois avec avidité et mépris. Bien qu'habitués à des temps meilleurs, nous avons faim. « Maintenant, nous allons dans notre pays, Albert, » dis-je. « Il faut l'espérer, » répond-il. « Si seulement je savais ce que j'ai. » Les souffrances deviennent plus vives. Les pansements brûlent comme du feu. Nous buvons sans cesse, verre d'eau après verre d'eau. « À quelle distance du genou est ma blessure ?» demande Cropp. « Au moins 10 centimètres, Albert, » dis-je comme réponse. En réalité, il y en a peut-être 3. « Je me le suis promis, dit-il au bout d'un instant. S'il m'enlève la jambe, je me fais sauter le caisson. Je ne veux pas marcher estropié dans ce monde. » Ainsi, nous sommes là, couchés avec nos pensées, et nous attendons. Le soir, on nous transporte sur le billard. Je suis épouvanté et je me demande rapidement quoi faire, car on sait que dans les ambulances de campagne, les médecins sont prompts à amputer. Étant donné la grande presse, c'est plus simple que des raccommodages compliqués. Je me rappelle qu'Emmerich. En aucun cas, je ne me laisserai chloroformer, même s'il me faut casser la figure à quelques personnes. Cela se passe bien. Le médecin charcute ma blessure de tous les côtés, de sorte que des points noirs me passent devant les yeux. « Ne faites donc pas de manière, » bougonne-t-il en continuant de sabrer. Les instruments luisent sous la vive lumière, comme de méchants animaux. Les souffrances sont insupportables. 2 infirmiers tiennent mes bras solidement,
Mais je me débarrasse de l'un d'eux et je suis sur le point de l'envoyer dans les lunettes du médecin, lorsque celui-ci le remarque et fait un bond en arrière. « Chloroformez le gaillard !» s'écrie-t-il furieux. Alors je me calme. « Excusez, monsieur le major, je resterai tranquille, mais ne me chloroformez pas. »« Soit, » dit-il d'une voix aigre en reprenant ses instruments. C'est un homme blond, âgé de 30 ans tout au plus, avec des balafres d'étudiant et des lunettes d'or antipathiques. Je remarque que maintenant il cherche la petite bête, il ne fait que fouiller ma plaie, tout en louchant de temps en temps de mon côté par-dessus ses lunettes. Mes mains se meurtrissent aux poignées de la table d'opération. Je crèverai plutôt que de laisser échapper la moindre plainte. Il a pêché dans ma blessure un éclat d'obus et il me le lance. Il paraît satisfait de mon attitude, car il me met maintenant des éclisses avec grand soin et dit « Demain, départ pour la maison ». Puis on me met dans le plâtre. Lorsque je suis revenu à côté de Cropp, je lui raconte que demain, probablement, un train sanitaire va arriver. « Il faut que nous parlions au sergent-major infirmier, afin de rester ensemble, Albert. » Je réussis à passer au sergent-major, avec quelques mots appropriés, 2 de mes cigares bagués. Il les renifle et dit « En as-tu d'autres » ? Encore une bonne poignée, et mon camarade, je montre Cropp, autant. Nous aimerions tous deux pouvoir vous les donner demain matin par la fenêtre du train sanitaire. Naturellement, il comprend, renifle encore une fois et dit « Entendu ». Nous ne dormons pas la nuit. Dans notre salle meurent 7 hommes. L'un d'eux chante des cantiques pendant 1 heure d'une voix étranglée de ténor avant de se mettre à râler. Un autre s'est glissé hors de son lit pour aller à la fenêtre et il est étendu devant elle, comme s'il avait voulu pour la dernière fois regarder dehors.